Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver dans ce nouveau numéro des Incorrectibles. Je suis particulièrement content cette semaine puisque c'est une émission un petit peu particulière pour moi en ce dimanche, puisque notre invité dans les Incorrectibles cette semaine, eh bien, j'ai eu le plaisir et l'honneur de travailler à ses côtés. C'était en 2018 sur CNews où j'avais passé une petite saison. Elle est aujourd'hui une des figures emblématiques de la chaîne Info du groupe Canal, mais pas seulement. Elle exerce aussi sur Europe 1, où elle présente notamment la sacro-sainte interview politique de la matinale, qui est d'ailleurs codiffusée aussi sur CNews. Mais ce n'est pas tout, elle est également autrice, je ne sais pas comment on dit. Elle vient de sortir un nouveau livre, Et si demain tout s'inversait, paru chez Fayard, dont on va bien sûr parler dans un instant, de même que de la riche actualité. Mais avant cela, comme à notre habitude dans cette émission, je vous propose de commencer en parlant un petit peu justement d'elle, de son histoire personnelle, afin de permettre justement à ceux qui nous regardent de mieux la connaître. Cela nous permettra aussi d'en apprendre, j'espère, un peu plus sur elle, mais aussi d'aborder certains thèmes qui lui sont chers. Bonsoir Sonia Mabrouk. Bonsoir Eric, merci de cet accueil. Et ma chère Sonia, je suis très content de vous retrouver puisque en effet, on se connaît aussi un petit peu hors antenne, on ne va pas le cacher aux gens qui nous regardent, mais c'est vrai qu'on se voit pas beaucoup, si ce n'est très rarement. Malheureusement, nos agendas remplis, voilà, effectivement. Surtout le vôtre. Alors on va commencer, si vous le voulez bien, chère Sonia, je disais, c'est la tradition dans cette émission. On parle un petit peu, voire longuement d'ailleurs, de l'invité de manière un petit peu hors actu. Alors on va commencer tout simplement par un mot, si vous voulez bien, un mot que j'ai vu sur votre bio de X. C'est d'ailleurs le premier que vous avez écrit. C'est maman, oui. Puisque vous êtes, je le sais, puisque je vous connais depuis, je le disais, un petit moment maintenant, vous êtes d'ordinaire plutôt très discrète sur votre vie privée. Mais là, j'aimerais vous demander pourquoi vous avez mis ce mot en tête de votre bio sur X avec ce petit clin d'œil. C'était quoi, pour indiquer que c'était le premier rôle de votre vie dorénavant ? En tous les cas, c'est un rôle que j'ai tellement attendu qu'il devient le premier, forcément, et qu'il met de... Enfin, il y a une hiérarchie des priorités en réalité. Donc j'ai voulu mettre maman en premier parce qu'il me semble que c'est ce qui me définit le plus aujourd'hui. Avant journaliste, avant auteur ou autrice. Et j'ai tellement attendu ce rôle que forcément c'est le plus beau des rôles, celui que vous avez espéré depuis tant d'années. Et vous aviez eu, enfin, encore une fois, vous me répondez que si vous le souhaitez, mais vous aviez eu des difficultés à devenir maman, c'est ça? Ou c'était un choix de la vie? C'est pas forcément des difficultés, c'était le temps qui passe, c'est aussi des moments, vous attendez le bon moment si vous voulez, et vous savez mieux que moi que parfois notre métier est chronophage, aussi bien d'ailleurs sur le temps des années que sur le temps de l'esprit, de la disponibilité. Donc j'attendais la bonne conjonction des éléments et des planètes pour qu'il y ait le temps, la disponibilité et puis une maturité finalement à être maman. Je pense que c'est pas inné pour toutes les femmes. Moi, j'étais souvent, je me suis beaucoup occupée, je m'occupe encore de ma famille, donc j'ai été souvent dans le rôle de maman pour d'autres, parfois pour des personnes peut-être plus âgées dans ma famille, et donc j'ai attendu d'être totalement disponible dans ma tête et dans mon emploi du temps pour donner tout l'amour et le temps évidemment qui se mérite à un enfant. Oui, puisque vous avez, on va le voir, mais vous avez une activité intense et un emploi du temps très chargé. Mais pourquoi je vous demande ça? Parce que publiquement, de faire un petit peu état de cette situation, c'était aussi un message que vous vouliez envoyer à des personnes justement qui sont mamans sur le tard? Alors, il faut savoir que j'ai eu un congé maternité, donc je pense qu'il fallait que je prévienne les téléspectateurs et les auditeurs d'une absence assez prolongée. Je suis partie quand même pendant 5 mois, un peu plus. Donc voilà, je voulais simplement... Non, c'est pas... Moi, je ne vois pas comme une revendication. Je partage beaucoup de choses avec le public, comme vous, Eric. Je pense que c'est tout à fait naturel. C'est pas d'entrouvrir la porte du privé que de dire un bonheur ou un malheur. Malheureusement, quand j'ai perdu, c'était le moment, et ça reste le moment le plus tragique, ça restera le moment le plus tragique, ma maman. J'ai quitté l'antenne évidemment, et puis au bout d'une quinzaine de jours, j'ai tellement eu de messages m'interrogeant sur la situation que je me suis dit bon, je ne peux pas garder ça pour moi, et puis quand je vais revenir, je serai à fleur de peau, je l'ai été pendant des semaines, donc ça me paraissait normal de dire, et puis ça se voit. Moi je pense qu'à un moment ça se voit dans le fond des yeux, ça se voit dans votre... Vous savez, vous avez parlé de l'interview c'est une conjonction de moments. C'est à la fois le moment pour l'invité, mais aussi pour le journaliste. Je pense qu'on voit. Moi, je suis une véritable éponge à émotions. Donc, on voit quand c'est le bonheur et on voit quand c'est le grand malheur.
Donc j'ai voulu faire état de tout ça. Pourquoi je vous demande ça? Parce qu'il y avait une séquence qui avait pas mal interpellé sur les réseaux sociaux. Vous n'étiez alors pas encore maman, et d'ailleurs ça avait choqué pas mal de monde. Je ne sais pas si vous vous en souvenez. C'était un invité ou une invitée qui vous avait répondu lors d'une interview par rapport au fait qu'un Premier ministre... Ah oui, vous vous souvenez? Effectivement, c'était Guillaume Pelletier. Exactement. Qui avait dit qui semblait en tous les cas dire ou sous-entendre que si on n'était pas parent, c'était compliqué d'avoir... comment dire, d'occuper des grands postes ou de ressentir ce dont ont besoin les Français. Et donc, il prenait comme exemple Gabriel Attal, Jordan Bardella ou François-Xavier Bellamy. Et effectivement, ça avait suscité une polémique parce que moi, je pense qu'il n'y a pas besoin d'être parent. Même vous, d'ailleurs, à l'antenne, on avait vu un moment un petit peu... Je pense qu'il n'y a pas besoin d'être parent pour avoir de l'empathie et ressentir ce qu'une majorité de citoyens peuvent ressentir, ni d'aborder le... Moi, j'ai souvent écrit sur la transmission, sur l'école, sur tous les sujets qui peuvent concerner l'héritage et ce qu'on laisse à nos enfants sans avoir encore d'enfants. Je pense que ce n'est pas du tout automatique, et heureusement d'ailleurs. Et alors justement, pour prolonger sur votre maternité, c'est que en plus vous avez donné un prénom à votre fille qui est celui de maman. De votre maman. C'est un prénom d'origine perse, arabe. Bon, alors ça s'est imposé, je pense que même avant même d'imaginer, d'espérer d'avoir une petite fille, quand maman est partie, je voulais absolument qu'il y ait une continuité pour ce prénom. Et puis par ailleurs, je trouve que moi j'ai souvent dit, alors peut-être à l'inverse de certains, que le prénom n'est pas forcément un marqueur d'assimilation. J'ai toujours considéré, moi, que l'assimilation... Vous n'êtes pas d'accord avec Éric Zemmour, alors? Non, absolument pas. Sur ça. On a eu un échange après une interview là-dessus. Moi-même, quand j'ai été naturalisée, il y a la possibilité de changer de prénom, d'avoir un prénom francisé. Et j'estimais que je n'avais pas besoin de cette marque supplémentaire pour montrer mon amour, ou patte blanche, si je puis dire. Je pense qu'un parcours aujourd'hui, les valeurs que je partage, les convictions sont déjà une déclaration d'amour, je l'espère, suffisante pour la France. Et j'espère que ce sera le cas pour ma fille. Mais vous avez vu que l'ancien ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, il avait dit qu'il avait plus ou moins donné raison indirectement à Éric Zemmour sur le perron. Lorsqu'il y a eu cette passation de pouvoir, il a dit que s'il s'était appelé... je crois que c'était Moussa. Voilà. Alors, la différence, fort heureusement, je ne varie pas en fonction de mes convictions politiques. J'ai vu que le ministre de l'Intérieur, c'est très bien, mais à rappeler qu'il s'appelait Gérald Moussa Darmanin quand il quittait le ministère de l'Intérieur et qu'il visait peut-être 2027. Je ne veux pas être mauvais esprit, mais je pense que moi, je pense qu'on ne fait pas état d'un prénom en fonction d'un objectif ou de conviction. Pour moi, ça structure une identité et je trouve qu'il n'y a rien de plus beau de donner le prénom de ses parents, et en l'occurrence d'une mère disparue, à une fille. C'est à la fois un totem et un bagage assez lourd à porter quand même. Alors Sonia Mabrouk, vous êtes née, vous me corrigez si je me trompe, à Tunis, dans une famille influente, on peut le dire, et engagée. Quelle influence votre environnement familial a eu sur votre vision du monde, sur vos valeurs et sur votre parcours en général ? Ça a été un milieu où il a été beaucoup question de politique. Mais... On rappelle, alors, vous pouvez nous dire un petit peu Mon grand-père a été le compagnon de route d'Habib Bourguiba, qui est qui a été président de la Tunisie, mais qui a été aussi le libérateur de la Tunisie, qui a été sous protectorat français. Et donc, mon grand-père a accompagné Habib Bourguiba durant toute cette période. Donc, il y a quand même un rapport à la France qui est très particulier. Et mon grand-oncle a été ambassadeur ici même en France pendant une quinzaine d'années. Il a été notamment l'ami intime de Jacques Chirac. J'ai baigné dans ce milieu, mais souvent on dit que c'est un milieu privilégié. Il a été privilégié par l'accès à la connaissance, à la culture, à la politique au sens noble et à l'école. Moi, j'estime que ce milieu est privilégié parce qu'il m'a donné à entendre et à voir des conversations, à entendre des conversations d'un autre niveau. Voyez-vous, aujourd'hui, quand on fait... C'est-à-dire qu'on parlait de l'avenir du Proche-Orient, de l'avenir du monde, de l'avenir du Maghreb, des relations avec la France. C'est autre chose qu'aujourd'hui certaines conversations politiques. Donc vous avez conscience que vous venez, on peut le dire, d'une famille plutôt favorisée? Je ne sais pas. Alors pour moi, le vrai privilège, c'est l'accès à l'école. Dans ce cas-là, oui, je viens d'une famille privilégiée parce que mes parents m'ont toujours donné la possibilité d'avoir accès à l'école française en Tunisie. Et c'est à partir de là, moi, que j'ai construit toute cette relation qui est sublimée à la littérature et à la France. Pour moi, c'est ça le plus important des privilèges. C'est quoi les valeurs principales que vous inculquez vos parents ?
Ma mère m'a toujours dit qu'il ne fallait jamais se méfier de quelqu'un qui avait une bonne éducation. Et justement, puisque vous parlez de privilèges comme si vous faisiez référence à l'argent, la bonne éducation, c'est quel que soit le milieu social, quel que soit ce que vous avez, surtout sur votre compte bancaire, mais c'est quelqu'un qui va être structuré par, j'allais dire, un triptyque de valeurs qui sont pour moi essentielles. C'est le respect des anciens, ça fonde ma culture orientale. C'est évidemment la transmission, c'est l'importance des enfants. Et enfin, je trouve que la troisième valeur, c'est l'amour du pays, soit qui vous a donné naissance, soit qui vous a permis de vous accomplir, en l'occurrence la Tunisie et la France dans mon cas. Et la religion, vous aviez une croyance, une pratique Je l'ai toujours. J'essaie de... Enfin, je me définis comme une musulmane de culture et pas dogmatique. On me dit souvent, mais est-ce que tu es pratiquante? D'ailleurs, on me renvoie souvent en me disant... quand j'interroge, seulement quand j'interroge l'islam, on me dit mais elle n'est pas vraiment musulmane. Je dis mais pour vous c'est quoi être musulman? Ah oui mais les 5 piliers. Mais moi je les ai dans mon cœur les 5 piliers. C'est pas une facilité de dire ça. Je suis pas pratiquante au sens où aujourd'hui ce serait compliqué pour moi de pratiquer les 5 piliers dans la société moderne dans laquelle je suis et puis avec mon métier. Mais j'estime aujourd'hui que je suis plus dans dans l'acceptation et dans ce que je m'imagine de la religion que d'autres qui portent un étendard en disant qu'ils sont musulmans. Moi, je pense que ceux qui sont aujourd'hui intégrés à la France et à la République, avec une acception individuelle de leur religion et de l'islam en particulier, ce sont eux les vrais musulmans, si je peux me permettre. Vous avez grandi en Tunisie dans un contexte culturel méditerranéen riche et diversifié. Quels souvenirs vous gardez justement de cette époque ? La Méditerranée, forcément, parce que moi j'ai été biberonnée par les livres d'Albert Camus. Mais biberonnée, c'est-à-dire presque, c'est charnel. C'est-à-dire que moi je suis assise ici avec vous en ce dimanche soir et je ressens et je sens les embruns de la Méditerranée et je vois la couleur de la Méditerranée. Et il y a tout ce décorum, pour moi c'est un véritable personnage. D'ailleurs dans mes livres, plus modestement, c'est un personnage, la Méditerranée. Ça structure, je pense, ça structure l'identité de ceux qui vivent, d'ailleurs que ce soit aussi en France, hein, évidemment surtout le pourtour méditerranéen ou de l'autre côté, ça structure une identité. Je trouve que ça ouvre un horizon et une double culture particulière. Vous voyez toujours la Méditerranée, c'est intéressant ce que vous dites, comme un pont entre civilisations ou plutôt comme un point de tension? De plus en plus comme un point de tension. D'abord, je la vois comme un cimetière à l'aune de chaque naufrage de migrants, et aujourd'hui comme un point de tension et une véritable guerre, entre guillemets, à bas bruit. Parce que ce que les peuples d'instinct ont compris sur le sujet de l'immigration, les gouvernants ne l'ont pas encore compris. Et comme l'a dit d'ailleurs il y a quelques jours un ancien président de la République à mon micro, c'est Nicolas Sarkozy, ce n'est que le début de la crise migratoire, et il a totalement raison. Je crois qu'on sous-estime énormément, malgré tous les débats que nous avons, ce sujet. D'ailleurs, Nicolas Sarkozy, c'était en effet chez vous lundi dernier, qui a aussi fait une sortie incroyable. Il a dit que finalement, l'immigration n'était pas une chance. Alors, il n'a pas, effectivement, quand je lui ai posé la question en reprenant les propos de Bruno Retailleau, qui quand même, j'ajoute la suite de la phrase de Bruno Retailleau, ce n'est pas une chance quand on les accueille de cette manière-là, et ce n'est pas une chance pour les Français. J'ai posé la question à Nicolas Sarkozy, qui n'a pas voulu répondre sur la phrase en elle-même, n'est pas une chance, il a dit c'est un problème. Quand vous étiez en Tunisie, justement, on reste un petit peu sur cette période, comment est-ce qu'à l'époque, vous voyiez la France? Vous avez parlé d'un milieu privilégié, parce qu'il donne, de mon point de vue, accès à l'école. Pour moi, c'était un rêve, c'était un mythe, c'était véritablement l'objectif. Moi, j'ai passé véritablement des nuits de l'autre côté de la Méditerranée, à observer la Méditerranée en me disant un jour, j'y serai, mais j'y serai pour m'accomplir. Donc il y a eu une forme peut-être, mais d'ailleurs une forme d'exagération lorsque je me suis représentée de la France. Parce que quand on est de l'autre côté, c'était il y a une vingtaine d'années, hein, pardon de revenir sur mon âge maintenant, mais c'était à l'époque où il y avait moins de problèmes, ou à l'époque où tous les étudiants de ma génération voulaient aller en France. Aujourd'hui, la plupart des étudiants ne visent pas la France, hein, contrairement à ce qu'on croit. Ils veulent aller aux États-Unis, ils veulent aller en Grande-Bretagne, et la France est souvent le choix qui vient après. Et donc, vous voyez, le problème, c'est qu'on a une immigration qui n'est plus beaucoup celle des étudiants et celle que peut espérer un pays. Mais moi, je faisais encore partie de cette génération qui sublimait la France, qui adulait ses valeurs et qui avait très envie de s'accomplir sur son sol.
Et à l'inverse, maintenant que vous êtes en France, quel regard vous portez sur ce qu'est devenu la Tunisie aujourd'hui? C'est une bonne question parce que déjà, le regard sur la France est maintenant lucide. Il n'est plus du tout le même. Et le regard sur la Tunisie, il est paradoxalement nostalgique. Mais ça, c'est très particulier de tous ceux qui ont une double culture. C'est-à-dire quand vous êtes dans le pays, finalement, qui n'est pas celui de votre naissance. Vous y retournez régulièrement? Oui, oui, j'y retourne régulièrement pour une raison qui... Voilà, puisque maman est enterrée en Tunisie. Voilà un autre point de désaccord, peut-être, parce que moi, sur le lieu... il y avait un sujet, d'ailleurs c'est Éric Zemmour qui avait évoqué le lieu où on enterre une personne à laquelle on est attaché. Est-ce que ça doit être ce lieu? Israël, oui. Voilà. Bon. Moi je pense que sur ce point aussi, il n'y a pas forcément une signification particulière. Donc je retourne beaucoup en Tunisie pour cette raison. C'est un pays sur lequel j'ai un avis aussi assez dur, tout simplement parce qu'il connaît les mêmes problèmes que la France au niveau de l'immigration. La Tunisie, d'ailleurs comme l'Algérie, sont devenues des terres d'immigration et pas seulement de transit. Donc nous avons de plus en plus de migration subsaharienne, le problème de l'assimilation et de l'intégration qui se pose, avec quand même de la part de ces pays-là, on peut le dire, une manière inhumaine de traiter les migrants, puisqu'ils sont pour certains jetés dans le désert et laissés tout seuls. Quel bilan vous faites près de 15 ans après des fameux printemps arabes? Qu'on a appelé les hivers islamistes, assez vite, parce que les printemps arabes n'ont été que des printemps pour les intellectuels ou certains intellectuels français. Ils ont très vite montré leurs limites et d'ailleurs il y avait une forme d'entrisme de ces révolutions. Il y avait parfois une mainmise étrangère et c'est pas du complotisme que de le dire, hein, même américaine, puisqu'il y a eu beaucoup, quelques jours avant, quelques semaines avant, en tous les cas en Tunisie, beaucoup de mouvements, beaucoup de vidéos américaines, et donc beaucoup y ont vu une forme de déstabilisation, et ensuite il y a eu ce que vous avez vu, c'est-à-dire on a cru que la révolution c'était une pyramide qu'on allait inverser, en réalité rien ne s'est inversé, et ce sont les tenants de l'islam radical qui se sont engouffrés. Fort heureusement en Tunisie, il y a des digues, il y a des garde-fous, il y a des femmes qui depuis des années, ma famille en fait partie, se battent pour que les droits des femmes restent sanctuarisés dans un pays où vraiment c'est le symbole quand même, le droit des femmes. Qu'est-ce que vous pensez du président Saïed qui s'est attribué les pleins pouvoirs en 2021? C'est un sujet qui est très très compliqué parce qu'aujourd'hui il y a beaucoup de personnes qui sont en prison. Il y a beaucoup d'hommes d'affaires, il y a des chefs d'entreprise. Pour certains, certainement, peut-être de manière légitime et à raison, peut-être parce qu'il y a des affaires qui doivent s'expliquer. Mais quand ça s'étend à des opposants politiques, eh bien là, ça touche à une limite que personne ne peut accepter. Il y a une société civile qui tient et moi je pense qu'il peut quand même revenir à la raison. Il y a des élections dans quelques jours. C'est le moment de montrer eh bien justement que la Tunisie reste un pays libre qui a connu une révolution. Si c'est pour revenir à une période antérieure, ce serait véritablement un terrible gâchis. Et l'état des relations entre la Tunisie et la France aujourd'hui, c'est quoi? Toujours déjà plus pacifié forcément que les relations avec l'Algérie, parce que nous avons connu une autre histoire que celle de la colonisation. Le protectorat, même si c'est quand même une histoire marquante, c'est très très différent. Mais vous le savez mieux que moi, aujourd'hui, l'un des grands sujets pour le ministre de l'Intérieur français reste les obligations de quitter le territoire français. Et donc, la manière de traiter avec les pays sources, dont la Tunisie, c'est un point de tension énorme. Et tant que les pays comme la Tunisie, l'Algérie ou d'autres ne veulent pas laisser passer ou ne veulent pas délivrer ces laissez-passer consulaires, il restera une relation entachée. Alors, on revient à vous, Sonia, et à vos études. Vous avez commencé donc, si je ne me trompe pas, encore en Tunisie, à l'IHEC de Carthage. C'est une institution qui vous a marqué? Oui, parce que j'ai étudié et j'ai enseigné. C'est un petit peu le pendant des hauts d'HEC. Oui, j'ai enseigné sur place. Je devais partir juste après le baccalauréat que j'ai eu assez tôt, mais pour des raisons, bon voilà, j'ai sauté une classe, donc j'ai eu mon bac au lycée français à 16 ans. Et je devais partir en France, j'étais inscrite, il y avait tout ce qu'il fallait, mais j'ai voulu rester encore un peu plus en Tunisie. Et donc, je me suis inscrite à l'IHEC. Et quelques années après, j'ai enseigné à des étudiants qui étaient plus âgés que moi. Donc, vous voyez, vous apprenez très vite quand vous rentrez dans un amphi. Vous avez enseigné quoi? Toutes les matières, vous savez, aux assistants de première année. On confie toutes les matières que ne veulent pas les professeurs qui ont une certaine expérience. Donc, tout ce qui est marketing, gestion, statistique,
tout, ouais. Et c'était des amphis avec 200, 300 personnes. Et donc là, c'est à ce moment-là que vous dites, voilà, il faut que dès que vous entrez, il y ait une forme quand même d'autorité et de respect qui s'installe. Voilà pourquoi je suis attachée à ces valeurs-là. Et alors, vous avez poursuivi ensuite vos études à la Sorbonne, c'est ça, en France. Pourquoi est-ce que vous avez continué en France? Pour moi, c'était une continuité. Mais vous savez, j'ai continué en France, mais en réalité, je n'ai jamais... j'ai toujours démarré et continué en France, parce qu'en Tunisie, j'étais à l'école française. J'étais au lycée français. Et donc, j'ai toujours eu cette proximité avec la France, par la langue, par l'école, par la littérature, par ce que me disait ma famille. Donc, pour moi, c'était une continuité tout à fait normale. Je n'aurais pas été malheureuse si j'étais restée en Tunisie, mais pour accomplir mon objectif et mon rêve, qui était celui quand même de devenir journaliste, à l'époque, ça aurait été très compliqué de rester en Tunisie. Alors justement, on vient à ce métier de journaliste. Vous êtes devenu donc rapidement une figure du journalisme en France. D'abord, qu'est-ce qui vous a attiré dans ce monde, notamment de la télévision, mais avant il y avait quand même de la presse écrite aussi. Comment vous avez débuté dans ce métier? Est-ce qu'il y a eu des mentors? Oui, alors ça va vous surprendre pour les tout débuts, parce que moi je poursuivais une thèse de doctorat à la Sorbonne. J'étais inscrite en première année et je devais renouveler mes papiers. J'avais un titre de séjour étudiant. Je vous raconte ça parce que c'est vraiment comme ça que ça a démarré. Vous n'aviez pas la nationalité, donc du coup... Non, je n'avais pas la nationalité et donc j'avais rendez-vous à la préfecture pour renouveler ce titre de séjour et il n'a pas été renouvelé parce qu'on m'a signifié que parce que j'étais inscrite en thèse, je ne pouvais pas de nouveau faire une deuxième année de thèse. J'ai eu beau expliquer que c'était au moins 3-4 ans. On m'a dit qu'il était temps que ça s'arrête. Et donc, n'ayant plus mes papiers, je me suis dit qu'il fallait absolument que je travaille pour avoir un contrat. Et c'est comme ça que je me suis décidée à écrire un magazine international qui s'appelait Jeune Afrique pour leur demander s'il y avait une place et si je pouvais rencontrer le patron. Et ça a commencé à partir de là. Donc, ça a commencé par Jeune Afrique. Oui. Et puis après, ça a été assez vite finalement quand même. C'était une interview de l'ancien ministre de l'Intérieur, Brice Hortefeux, qu'on avait réalisé pour le compte de Jeune Afrique et qui a été lu par Jean-Pierre Alcabache et qui m'a appelé. Il m'a dit, j'ai trouvé vos questions extrêmement pugnaces. Ce qui était de sa part un sacré compliment. Ah oui, c'était même une légion d'honneur. Et il m'a fait venir au Sénat, à Public Sénat, et puis il m'a dit, bon écoutez, je crois que la télévision pourrait vous convenir. Je dis, c'est pas mon objectif. Il était président à cette époque de Public Sénat. Public Sénat. Et c'était pas du tout mon objectif. Je voulais absolument rester, d'ailleurs, à mes premiers amours. C'est la presse écrite et c'est l'écrit, mais bon, quand justement, on vous fait une telle proposition... Jean-Pierre Alcabache, vous l'avez bien connu, il est décédé aujourd'hui. Quel regard vous portez sur sa carrière? Bon, c'est un monstre sacré, hein. D'ailleurs, je dirais, et c'est un monstre de travail et sacré parce qu'il s'est quand même constitué une statue. Et ce qui est incroyable avec ces personnalités-là, c'est qu'elles soient aimées ou honnies, il y a quand même une forme de respect. Un respect pour le travail. Je crois que beaucoup retiennent ces premières phrases ou ces quelques, vous vous souvenez, Marine Le Pen, vous n'avez pas honte, ou à André Valigny, quelle est la couleur du mur? Monsieur Valigny qui dit, mais quel mur? Mais le mur sur lequel va s'écraser votre réforme territoriale. Donc c'est lui qui a un petit peu, m'a donné le goût de la, pas de la punchline, mais de la phrase un peu ciselée, de la manière dont vous pouvez un petit peu piquer dans l'interview avec une forme de respect. Voilà, donc c'est une marque moi que j'ai toujours gardée. Et puis il m'a mis le pied à l'étrier, Jean-Pierre Alcabache. Dans ce milieu, il n'y a pas beaucoup de gens qui vous mettent le pied à l'étrier. Donc il faut savoir toujours être reconnaissant, je pense. Et aujourd'hui, en successeur, hormis évidemment vous sans doute, mais vous voyez d'autres journalistes de la trempe de Jean-Pierre Alcabache? Je crois qu'il a mis le pied à l'étrier à deux journalistes, c'est Léa Salamé et moi-même. Donc je pense que Léa dit pratiquement la même chose que moi sur Jean-Pierre. Et puis alors donc, comment on arrive à CNews? C'était en 2017, je crois. Oui. D'abord, pourquoi est-ce que vous avez rejoint cette chaîne qui, à l'époque, d'ailleurs, marchait pas tant que ça, hein. Elle venait d'être reprise, je crois. Racontez-nous un petit peu. C'est un challenge. Moi, je n'ai pas du tout une personnalité qui convienne aux chaînes information. Parce que, paradoxalement d'ailleurs, je suis plutôt pour le temps long. J'ai beaucoup de mal à résumer une pensée très rapidement.
et donc que ce soit dans un dire format. Le hard news. Oui, je suis pas du tout hard news. Donc d'ailleurs, Public Sénat, c'est presque tout l'inverse. La chaîne parlementaire, c'est le temps du débat, du temps long, etc. Donc je voulais me confronter à un autre rythme et voir si j'étais capable de rentrer dans une lessiveuse, une machine un peu infernale, et me mettre un peu entre guillemets en danger. Donc c'était voilà par goût du changement et de voir un petit peu de repousser mes limites que je l'ai fait, et puis ça a accroché. Alors justement, quel regard vous portez sur CNews, que j'ai, donc je le disais, un peu connu, que évidemment tout le monde connaît. D'abord, qu'est-ce qui fait selon vous le succès de cette chaîne qui, on le rappelle, est passée devant BFM, hein, dorénavant maintenant. Vous avez vu cette chaîne évoluer. Est-ce que vous connaissez Vincent Bolloré? Je ne sais pas. Voilà, un petit peu pour les gens qui nous regardent et qui sont pour beaucoup Oui. des téléspectateurs de CNews et qui sont curieux de connaître un peu l'envers du décor et surtout le regard que vous avez, vous, qui êtes une voix singulière de CNews. Comme vous l'avez dit, on a commencé ensemble. Ouais. Donc c'était déjà une garantie de succès, moi, de commencer avec vous. Et je pense que, bon, là, il y a le travail de la rédaction, vous le savez très bien en tant que journaliste quand même. C'est le plus important, c'est la base. CNews n'était pas numéro 1. Donc je pense que c'est les incarnations. Mais il y a Pascal, il y a Christine que vous avez reçue, il y a Laurence, mais je pense que c'est pas seulement l'incarnation, la personnalité. Surtout Serge Nedjar. Oui, non, mais à l'antenne. C'est ça que j'aimerais. Je vais en parler, vous inquiétez pas. Je sais que c'est la question qui vient toujours. Mais pourquoi les incarnations? J'insiste parce que et pourquoi je pense que j'aurais du mal à aller sur notre chaîne d'information. On vous l'a proposé? On m'a proposé, oui. Il y a quelque temps, c'était BFM. À l'époque de Marc-Olivier Fogel? Oui, effectivement. Ouais, vous avez proposé de venir sur BFM? Oui, tout à fait. Et vous avez refusé, donc Moi, j'ai toujours d'abord comment dire, c'est la moindre des politesses, c'est de voir les personnes, de discuter, et puis ensuite de décliner. D'ailleurs, j'avais prévenu mes patrons à CNews que j'avais eu la proposition. Alors, il m'avait proposé, il y avait plusieurs choses. C'était l'après-midi et c'était une proposition télévision et radio, RMC. Mais pourquoi je réponds à cette question et j'en viens là, c'est que les incarnations sur CNews, on nous permet d'être nous-mêmes complètement. Et c'est vraiment pas un slogan. C'est-à-dire la façon avec laquelle je suis là, chez moi, et sur le plateau, c'est exactement ce qu'on est. Et je pense que le téléspectateur le voit immédiatement. Je ne dis pas que sur BFM, il joue un rôle. Je dis que de fait, il y a un filtre qui fait qu'on ne met pas totalement toutes ces tripes sur la table. Et je pense que CNews, quoi qu'on en pense, même si on n'est pas d'accord, il y a une authenticité, il y a une générosité dans les convictions, qui parfois avoir beaucoup de critiques, voire pour certains des menaces, donc ce n'est pas du tout facile. Et assumer ça... Vous en avez reçu des menaces, vous? Oui, mais davantage autour de mes premiers livres qu'autour de mes émissions. De qui on vous avait un peu pu identifier? J'avais beaucoup écrit pour dénoncer l'islam radical, donc c'est ces mouvances-là. Et donc c'est cette générosité, ces convictions, je pense qu'ils sont reconnues. Vous savez, moi j'ai souvent dit aux responsables de gauche que je reçois, je leur ai dit à Manuel Bompard, à Manon Bry, à Fabien Roussel, vous faites de meilleurs scores, sinon les mêmes scores que, par exemple, le Rassemblement national ou autre. Mais c'est ce qui est vrai. Donc regardez, c'est la preuve que ceux qui regardent CNews ne sont pas d'un bord ou d'un autre. Ce qu'ils veulent, c'est parler vrai. Ce qu'ils veulent, c'est les convictions. Vous voyez, quand il y a vraiment de l'électricité dans une interview. Aujourd'hui, quelqu'un comme Manuel Bompard fait un score, quand moi je le reçois en grande interview le matin, qui est très très bon, qui est très suivi. Donc c'est la preuve que, d'accord ou pas, eh bien, vous êtes dans un environnement où vous pouvez dire les choses. Parce que vous êtes aussi un rendez-vous incontournable, on peut le dire. Non, mais ça c'est parce que vous êtes aussi bien sur Europe 1 que sur CNews. Justement, en parlant de ces rendez-vous que vous animez et qui sont peut-être les raisons pour lesquelles je pense aussi personnellement les personnalités demandent à être interviewées par vous et à venir. Est-ce qu'il y a une interview en particulier dont vous vous souvenez qui a été plus difficile qu'une autre? Beaucoup plus difficile, et même c'était une forme d'ailleurs de combat symbolique, mais quand même, c'était avec Jack Lang, l'ancien ministre de la Culture, et il m'avait appelé la veille de l'entretien, il avait demandé à venir explicitement, ça arrive souvent, mais bon, j'avais demandé la raison, il m'avait dit « je veux absolument parler de Donald Trump pour dénoncer, selon lui, ce qu'était le personnage de Donald Trump ». Je lui dis « écoutez, je veux bien vous recevoir, mais nous étions en plein dans l'affaire d'Olivier Duhamel, avec des
possibilité, enfin une présomption en tous les cas d'agression, d'attouchement sexuel. Ce qu'on appelait l'affaire Kouchner aussi. Exactement, l'affaire Kouchner. Et j'avais dit à Jack Lang, eu égard à une tribune qu'il avait signée dans Libération sur le rapport quand même à l'enfant et la manière d'aborder le sexe, j'avais dit que ça allait être peut-être compliqué, en tous les cas qu'il fallait aborder ce sujet. Il m'a dit pas de problème. Bah, à partir de là, moi j'ai estimé avoir fait mon travail, c'est-à-dire d'avoir... Ça avait été très sportif. Ça avait été très sportif parce que pendant l'entretien, donc il commence à parler de Donald Trump, et avec un peu un air de donneur de leçons, je lui dis, bah, écoutez, est-ce que vous êtes le mieux placé pour donner des leçons? Voilà la tribune de Libération qui a été signée, est-ce que vous assumez ce que vous avez fait? Et là, bon, il ne me répond pas, c'est la langue de bois comme souvent. Je reviens sur la question, il ne me répond pas, puis il me dit, mais qu'est-ce que vous voulez, que je m'immole devant vous? Je dis, non, la vérité. Est-ce que vous regrettez? C'est très grave ce que vous avez dit, parce que vous parlez comme si on peut avoir des rapports sexuels avec les enfants. On ne peut pas laisser passer ça. Et ouais, vous savez, Eric, ce qui m'a le plus interpellée, je vais vous raconter, parce que ça s'est assez mal terminé, je me suis toujours demandé, c'est-à-dire, ça s'est mal terminé. C'est-à-dire qu'en sortant du studio, il était très, très, très virulent. Très virulent. Vous avez dit quoi? Je crois qu'il s'est rendu compte un petit peu de ce moment de radio. Qui était en direct en plus. Qui était en direct. Il s'est rendu compte que la machine était en marche et quand il sort, je vois que son téléphone explose et qu'il y a plein d'appels et de messages qui arrivent. Et il croit que ça a été un piège. Or, véritablement, ce que je fais jamais, j'ai prévenu la veille sur un sujet aussi délicat. Il me demande d'aller à mon bureau qui est juste en face du studio et nous avons une conversation très, très, très tendue. Très tendue. Très tendue. Je crois que j'en ai rarement eu aussi musclé, aussi tendu. C'est-à-dire, il vous a invectivé, oui, c'était menacé ou... Je crois qu'il y avait de tout, mais de toute façon, bon, je vais dire, moi avec un responsable politique, j'ai toujours la même ligne. Un jour, le politique n'est plus aux responsabilités, mais le journaliste reste journaliste. Donc, bon, moi, je ne changerai pas, je suis restée à ma place. Et il n'y a pas eu des conséquences ou des tentatives? C'était quoi, une tentative d'intimidation? Oui, c'est comme ça que vous l'avez interprété. Voilà, c'est ça, mais bon... Ça n'a rien donné, semble-t-il, puis je suis restée à ma place. Mais ce qui m'a le plus interpellée, c'est que, et je ne veux pas donner des leçons, mais j'ai quand même été très étonnée que personne n'ait posé la question avant. Jack Lang a fait le tour de tous les plateaux, et tant mieux, hein, il a fait de très bonnes choses quand il était à la culture, mais pourquoi personne ne lui a posé la question sur cette tribune quand même, qui est incroyable? Incroyable, ce qui est dit, moi j'ai relu à ce moment-là dans la Libération, c'est plus que choquant. Et pourtant, il a été reçu, etc. Et personne ne lui a posé une question. Et il a été, même plus que ça, il a été renouvelé à la tête de l'Institut du monde arabe. Voilà. Ça vous choque, ça? À tout le moins, quand même, moi j'estime qu'il faut qu'il y ait sur tous les sujets, il faut qu'il y ait une exemplarité, mais sur celui-là, il faut qu'il y ait une super exemplarité. Il faut qu'il n'y ait pas l'ombre d'un doute même sur une tribune que vous avez signée. Et j'ai jamais compris pourquoi on ne l'a pas interrogé et même poussé davantage sur ce sujet. Voilà, ça reste un mystère. Un mystère, mais je le dis naïvement, je sais très bien pourquoi. Pourquoi? C'est ce qu'on peut aujourd'hui permettre à la gauche, tout simplement. Ce que jamais on n'aurait permis à quelqu'un de droite. Jamais. Il y a des sujets tabous aujourd'hui dans le journalisme ou des questions que vous ne pouvez pas poser? Je ne crois pas. Non. Celle-ci l'a été pour Jack Lang. Il n'y a pas de sujet tabou, mais je pense que le sujet des comportements, bon, après la vague MeToo, ça a tout j'allais dire, a changé. Il y a eu même le mouvement de balancier, puisqu'on a eu les excès MeToo. Mais ce n'est plus un tabou. Ça l'a été pendant des années. Ça l'a été, parce que beaucoup de gens savaient. Moi, je ne savais pas en particulier. Hein. Ce n'est pas un milieu que j'ai beaucoup fréquenté. Je n'ai pas fait d'école de journalisme. Je suis venue, comme vous l'avez dit, par la presse écrite, par un magazine international. Donc, je n'ai pas connu un certain milieu politique depuis très longtemps. Mais je pense que beaucoup de gens savaient beaucoup de choses depuis très longtemps et n'ont pas posé les questions à ce moment-là. Bon, voilà. Mais il y a quoi? Il y a une forme d'omerta, une chape de plomb? Oui, puis il y a une volonté chacun de se préserver. Il y avait des gens importants qui étaient à des postes importants. Bon, PPDA, il est impossible que tant de gens ne pouvaient pas savoir un comportement comme ça, quand même aussi répétitif, aussi... c'est incroyable, c'est un système. Est-ce qu'on peut ne pas voir un système? Je ne donne pas de leçons. Peut-être que j'aurais été moi-même, pendant toutes ces années, à ses côtés ou dans cette rédaction, je n'aurais pas vu. Mais j'ai du mal à croire qu'on ne peut pas voir un système installé.
une individualité, un comportement peut vous échapper, et encore, mais quand ça devient systématique et que c'est vraiment institutionnalisé, je me dis, bon, pourquoi une telle chape de plomb? Et vous-même, dans votre carrière, vous n'avez jamais subi, on va dire, de comportements déplacés à votre égard? Non, et je pense avoir une explication, je ne dis pas du tout, il y a tellement de gens autour de moi et de femmes et d'hommes aussi qui ont subi cela. Ça dépend ça dépend du poste où vous êtes. Quand parfois on vous identifie à un poste de responsabilité, eh ben, voyez, on pense qu'on n'a pas de l'emprise sur vous, à tort, hein, parce qu'il y a des gens qui sont à responsabilité, qui subissent, je ne dis pas ça, mais je pense que ça m'a paradoxalement un peu protégée d'arriver très vite à des postes reconnus et j'ai pu avoir une forme de barrière et de carapace. Et justement, tous ces politiques que vous fréquentez à l'antenne, j'ai envie de dire, est-ce que vous les voyez hors antenne? Est-ce que c'est pas compliqué parfois? Alors moi, je ne fais pas partie de ceux qui disent je ne serre pas la main aux politiques ou je ne déjeune pas avec les politiques. Ça vous a choqué qu'en parlant de serrer la main, d'ailleurs on a appris cette semaine, je ne sais pas si vous avez forcément, vous l'avez vu, Flavien Termet, le plus jeune député du RN à l'Assemblée, qui a démissionné pour des raisons de santé. Et c'était aussi une personne à qui beaucoup de députés n'avaient pas accepté de serrer la main. C'est ridicule, ça me choque notamment énormément. Agnès Pannier-Runacher. Tout à fait. Mais de toute façon, ça vous a choqué, ça? Complètement. D'abord, c'est ridicule. Ça ne montre en rien un combat politique. Ça montre une petitesse, un manque de civilité dans un pays où on doit donner l'exemple. Donc vraiment, ça c'est tellement petit, franchement, et minable et pas digne d'une Assemblée nationale et d'une démocratie comme la France. Par contre, pour en revenir aux politiques, je sais que je crois que c'était Jean-Jacques Bourdin qui disait avant « je ne fréquente pas les politiques », etc. Moi, ce n'est pas à l'aune des fréquentations ou pas à l'extérieur qu'on juge de l'indépendance pendant l'entretien. Vous voulez dire qu'on peut fréquenter des politiques tout en les interviewant? J'ai pas le temps parce que, bon, voilà, il y a la vie de famille comme beaucoup d'autres, il y a l'écriture, donc j'ai pas le temps. Mais je pense que si vous déjeunez ou si vous fréquentez, mais au sens d'une conversation ou prendre un café à un responsable politique, c'est pas pour autant. Et ça, pour moi, ça a même presque l'effet inverse. Plus je connais quelqu'un, plus en entretien. Vous avez envie de montrer que. Voilà, il n'y a pas d'affect en réalité. J'ai pas d'affect, j'ai pas de sentiment, de ressentiment à l'égard d'un responsable politique. Et donc ça s'efface d'un coup et c'est la place, la place est donnée à l'entretien. Et on l'a vu justement, vous le disiez tout à l'heure, vous avez cité je crois Manuel Bompard, les députés de la France Insoumise, entre guillemets, ils s'interviewent aussi facilement que les députés RN ou de la majorité, enfin ex-majorité présidentielle. Les circonstances actuelles et géopolitiques ont provoqué un basculement. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui sont indépassables. Je donne un exemple. Sur Israël-Palestine, par exemple. Israël-Palestine. Il y a quelques jours, il n'y a pas très longtemps, donc je recevais Manuel Bompard et je lui demandais est-ce que le Hezbollah est un groupe terroriste? Et il me dit la France ne le considère pas comme tel. L'Union européenne l'a marqué ça. Je dis mais est-ce que vous? Donc ce genre de question qui quand même c'est un marqueur. Un marqueur, le Hezbollah a du sang français sur ses mains. Donc on ne peut pas. C'est pas comme si j'interroge sur le budget, sur les impôts. Voilà, c'est des questions auxquelles on doit avoir une réponse. Voyez-vous. Donc ça donne pas une mission supplémentaire, mais une exigence supplémentaire parce qu'il y a des choses qui sont indépassables et ça en fait partie. Et justement, pour revenir à ces news dont on parlait tout à l'heure et qui subissent, c'est vrai, une campagne, on peut le dire pour certains, d'acharnement, comment vous l'expliquez cet acharnement sur ces news? C'est le succès qui suscite l'acharnement? C'est véritablement une sincérité de la part des gens qui l'attaquent? C'est quoi? Bon, moi, vous me connaissez, j'estime que les critiques sont légitimes. Je n'imagine pas ce métier sans critique. Donc ça ne me gêne pas, ça ne m'a jamais atteint. Les critiques d'orientation de la chaîne, vraiment, moi j'ai toujours l'impression qu'on parle de quelqu'un d'autre quand on me dit qu'on me place sur une place, un positionnement de l'échiquier politique.
on reçoit, que ce soit Pascal, Laurence, Christine, bon, Christine avec ses chroniqueurs, mais on reçoit vraiment tout le spectre politique. Moi, je respecte au trébuchet à la seconde les temps de parole. Et je peux vous dire que l'ARCOM les mesure avec une pince à épiler pour voir exactement si on respecte. Donc, je ne comprends pas. Je vois bien, évidemment, l'arrière-pensée. Ah oui, vous voyez bien, c'est le fait que certains médias soient aussi détenus par des milliardaires et par certains, mais en moi, tout cas, pourquoi on n'interroge pas, beaucoup. alors, comment dire, pourquoi on n'interroge pas la supposée idéologie des autres milliardaires? Pourquoi c'est toujours le même patron? C'est-à-dire Vincent Bolloré, oui, qui suscite, qui est un aimant je fais souvent je suis invitée sur le service public et j'ai automatiquement, systématiquement la question, et ça ne me dérange pas parce que j'ai des rapports extrêmement... Vous l'avez rencontré déjà, Je l'ai rencontré une fois et c'était pour un de mes livres. Donc c'était même pas pour la télévision. Il voulait que je lui explique, en tous les cas, que je lui explicite ma démarche sur un livre en particulier. Et je n'ai pas l'impression, moi, d'être le petit doigt sur la couture du pantalon en train d'obéir à des ordres. Vous en pensez quoi Vincent Bolloré, vous, à titre personnel? Mais moi, tous ceux qui aujourd'hui investissent dans les médias, je leur dis merci. Mais que ce soit pour CNews et notre groupe ou que ce soit pour M. Saadé, pour BFM. Vous avez aujourd'hui des gens qui investissent dans des domaines qui sont extrêmement compliqués et qui perdent de l'argent, qui mangent beaucoup d'argent. Donc, qui est moins de concentration d'ordre éthique, c'est vrai, parce que vous parlez de l'idéologie, et finalement, est-ce qu'on est libre totalement? Mais alors, il faudrait qu'il y en ait plus. Dans ce cas-là, c'est très bien, qu'il y ait moins de concentration. Mais si vous attaquez comme ça ceux qui sont déjà là, comment pouvez-vous penser donner envie à d'autres personnes de venir? C'est impossible. C'est-à-dire, vous attaquez matin, midi et soir ceux qui investissent dans les médias aujourd'hui, vous ne pouvez pas penser qu'il y a une nouvelle génération qui va avoir envie d'investir. Donc moi, quel que soit... Et d'ailleurs, vous savez, ce qui est particulier à CNews dans notre groupe, c'est que quand un média se crée, par exemple, si c'était un petit frère de Mediapart, j'en serais très heureuse. L'inverse n'est jamais vrai. Quand c'est CNews ou pour le JD News, etc., on voit ça comme si c'était, c'est pas la liberté de la presse. Mais moi, si c'est un média ou un organe qui n'est pas forcément dans la même sphère que CNews, je suis très heureuse. Donc tous ces patrons qui viennent investir, et pas forcément notre groupe, je trouve que c'est formidable. Quel regard vous portez sur l'état de la liberté d'expression générale en France aujourd'hui? Ça dépend ce qu'on entend par liberté d'expression, parce qu'aujourd'hui, si la liberté d'expression, c'est de dire et de penser comme tout le monde, je vous prends un exemple, sur la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques. Oui, d'ailleurs, c'était chez Léa Salamé, j'ai vu, c'était incroyable. Alors, parlez-nous un peu de ça. Allez, ça m'intéresse parce que c'était incroyable. Ils étaient en PLS tous sur le plateau parce que vous avez osé émettre une toute petite critique. Vous êtes d'accord que c'était toute petite? Je voudrais juste... Donc, rappelez pour les gens qui nous regardent. Pour ceux qui nous regardent, parce que je vais rappeler quand même la composition du plateau autour de Léa Salamé, que j'apprécie. Je voudrais le dire vraiment... Et je ne le dis pas par corporatisme, c'est une grande professionnelle qui est à la fois journaliste, parce que moi je connais l'exigence de l'interview, et animatrice dans ces émissions-là où vous avez quand même... Oui, mais vous avez des gens qui sont sérieux dans leur domaine, vous avez des artistes, c'est pas évident de faire fonctionner. Donc, bon, il faut... c'est pas les esprits les plus transgressifs quand même, de Chavannes et Salamé. Je ne mets pas sur le même plan. Moi je parle de Léa Salamé, ma consoeur. Donc, mais je crois que c'est de Chavannes aussi que vous avez... Alors, donc vous étiez sur le plateau. Mais écoutez... il faut quand même toujours... vous avez quelqu'un sur le service public qui reçoit, comme si c'était si compliqué, quelqu'un qui travaille sur CNews et Europe 1. Donc moi, c'est ça que j'apprécie, cette ouverture-là. Donc j'y suis. Et il y a une athlète paralympique sur le plateau qui est formidable. Et il y a Tony Estanguet. Bon, qui est quand même, pour beaucoup de Français, quand même le Dieu vivant après ces JO. Donc chaque critique de ces moments-là est quand même compliquée. Donc je prends des pincettes pour expliquer la manière avec laquelle j'ai appréhendé la cérémonie d'ouverture, c'est-à-dire que j'ai trouvé que c'était l'anti-France. Pour moi, c'était même la post-France. Je le dis avec des mots beaucoup plus nuancés. Et tout de suite, on me saute un peu à la gorge pour me dire « Mais tu ne peux pas penser, mais c'est pas possible, mais c'était magnifique. » C'était de Chavannes, ça? Oui. Vous m'avez demandé mon avis. Souffrez que je puisse ne pas être d'accord avec vous. Et comme d'ailleurs, je suis persuadée, des milliers, voire des millions de Français. Bon, voilà. Quel regard vous avez justement sur... de Chavannes en particulier, tiens, qui était quand même, pour certains, pour beaucoup d'entre nous, quand même une icône. C'est pas un petit peu, selon vous, quand même un naufrage, quand même, de voir un peu ce monsieur maintenant bon, le mot
Ah oui, non, mais moi, c'est ce que je pense, donc j'ai aucun problème. Et là, je suis libre, puisque vous l'avez rappelé gentiment tout à l'heure, je suis dans un média où je peux dire totalement... merci de me recevoir. Voilà. Quel regard vous portez sur la carrière de Chavannes et... Non, moi, je l'ai adoré à l'époque. D'ailleurs, c'était en Tunisie. Je rentrais du lycée et je courais pour aller voir Coucou c'est nous. C'était un modèle, c'était la liberté, c'était la transgression. Bon, c'était un humour très particulier avec Patrice Carmouze. Bon, là, c'est un rôle. C'était dans Coucou c'est nous, mais il y avait même Ciel Montmardi aussi avant. Évidemment. Bon, je pense mais là, vous pensez qu'il joue un rôle? Ah, je suis sûre qu'il joue un rôle. D'ailleurs, ça se sent même dans la disposition du plateau. Et je vois bien... D'ailleurs, je ne sais pas si je peux le raconter. Donc, j'étais avec Caroline Fourest, qui a écrit sur le vertige MeToo. Et donc, il a nos 2 livres sur la table. Quand l'émission se termine... Je suis vraiment très naïve. Il se tourne vers Caroline Fourest et lui demande une dédicace pour son livre. Elle lui fait. Et donc moi, je me dis poliment, j'étais en train de sortir mon stylo. Je me suis dit, je vais quand même écrire un mot gentil maintenant. Et il a mis le livre de côté. Je ne sais même pas s'il a vu, je suis restée avec mon stylo. Mais voyez... Pour moi, c'est ça, en fait, ce que je vous ai dit, la vraie liberté. Non, mais pourquoi je m'arrête sur... C'est pas pour parler tant que ça de Chavannes, mais je m'arrête un instant dessus parce que, Sonia, justement, vous comme moi, d'ailleurs, à mon petit niveau dans les médias alternatifs, on subit en permanence cette vindicte de la part de la bien-pensance et c'est insupportable, comme dirait un certain Pascal. Vous trouvez pas, enfin, ça vous met pas hors de vous, en tout cas, de vous dire que c'est une chaîne, on le rappelle quand même, là, c'est une chaîne de service public, là, c'est pas une chaîne privée, voilà, qu'en plus, il n'y a même pas cette sorte de courtoisie élémentaire. Après, j'ai envie de dire, il a le droit aussi de pas vouloir peut-être lire votre livre. Il l'a bien dit, hein. Bon, il est d'accord sur rien. Voilà. Mais vous savez, plus je vais faire une seconde de Michel Barnier, plus ils seront agressifs, plus ils seront dans la caricature, plus ils seront dans une forme de névrose, plus on sera courtois, plus on sera nous-mêmes en réalité. Moi, j'ai toujours opposé ça. Et c'est pour ça, en interview, c'est aussi la marque. Vous voyez, de toute façon, je suis comme ça, donc je n'ai pas à me forcer. Et c'est pour ça, je trouve que la meilleure des réponses, c'est de montrer en creux leur idéologie, leur petitesse d'esprit, leur étroitesse de la pensée. C'est ce que j'ai voulu dire en disant les mots les plus quand même soft sur la cérémonie d'ouverture. Mais c'est vrai qu'en plus, c'est intéressant parce que ce que vous dites là, on va, pour les gens qui nous regardent, quand même préciser que, nonobstant l'énorme, en effet, activité et influence que vous avez, vous êtes malgré tout sur des chaînes, ce qu'on appelle des chaînes de la TNT, mais qui sont malgré tout, même si vous êtes numéro 1 devant BFM, je ne sais plus avec quel homme politique j'en parlais récemment, qui me disait « tu ne peux pas imaginer », parce qu'il y en a quelques-uns en effet qu'on connaît et qu'on peut peut-être aussi tutoyer hors antenne, et il me disait « mais rien ne remplacera 1 minute ou 2 minutes d'un JT de 20 heures. C'est-à-dire que rien n'est aussi puissant que TF1, France 2. Vous pouvez avoir tous les primes sur, entre guillemets, comme on appelle les primes sur CNews ou BFM. Vous ne serez jamais aussi puissant qu'en effet quelques minutes sur un 20 heures. Donc comment vous expliquez que, on va dire, tous ces médias mainstream soient toujours si bien pensants et déconnectés du peuple? D'abord parce que ils sont idéologisés, parce qu'il y a une puissance de certains syndicats, et que d'ailleurs c'est malheureusement la marque de nos institutions de manière générale, que ce soit pour la magistrature, même si c'est 1/3 le syndicat de la magistrature, mais c'est 1/3. On se souvient il faut se rendre du mur des cons. Mais 1/3. Enfin, et puis France Inter, on n'en est pas loin. Et puis le syndicat de la magistrature qui quand même s'oppose à M. Retailleau. On peut discuter, débattre avec le ministre de l'Intérieur. C'est Michel Onfray qui me disait qu'il n'était plus jamais invité sur France Inter, où il a pourtant... Effectivement. Enfin, dans le groupe... Donc, en fait, c'est pas tant le média lui-même, c'est surtout ceux qui détiennent le pouvoir. C'est-à-dire ce ne sont pas les patrons, ce sont les syndicats. Vous l'avez dit, dans des chaînes privées, nous avons aussi nos syndicats, mais vous avez une ligne... Bon, là, avec Bolloré, ils sont un peu moins... Ah ben, en tous les cas, vous savez, c'est comme dans un gouvernement. Quand il y a une ligne, quand il y a une politique et un cap, ce qui ne veut pas dire des consignes et des ordres. C'est-à-dire que vous savez finalement que vous partagez, d'ailleurs c'est ce que nous faisions nous-mêmes, que vous partagiez une forme, pas une même vision d'appréhender les sujets, mais enfin il y a des choses qu'on peut se dire. La cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques, on a le droit de la critiquer, ce n'est pas sacré. Or, j'avais l'impression que c'était un crime de lèse-majesté. Moi, ce que j'avais trouvé comme étant un crime de lèse-majesté, c'était de considérer Jeanne d'Arc comme une travestie. C'était la tête coupée de Marie-Antoinette. Et ce que j'ai osé dire, c'est qu'on aurait pu parler d'autres personnages. Quand même, Napoléon, c'est le personnage français le plus connu à travers le monde. Rien.
et tout le monde, enfin, et ce plateau s'en contente. Voilà. Et vous voyez qu'une petite phrase peut engendrer voilà, des cris d'orfraie incroyables. Et alors justement, ce qui est en plus passionnant, et encore une fois, merci Sonia d'avoir accepté mon invitation, ce qui est intéressant, parce que moi je viens un petit peu de ces médias aussi mainstream, mais j'aimerais bien avoir votre avis, et donc merci d'être venu, d'avoir accepté cette invitation sur ce qu'on appelle aujourd'hui les médias dits alternatifs, qui sont quand même pour certains en train de, alors je dirais pas encore de prendre le dessus sur les médias mainstream parce qu'il y aura des années et des années, mais on le voit avec, je sais pas si vous avez suivi Tucker Carlson, qui avait été débarqué de Fox News et qui est aujourd'hui à un niveau tellement plus haut que le mien, voilà, qui a créé son propre média, qui fait des interviews sur X de Donald Trump. Il avait même fait, vous savez, le jour, je crois que c'était de la primaire américaine aux États-Unis, il y avait une émission rediffusée sur Fox News qui avait fait 20 millions de téléspectateurs. Et puis au même moment, il avait interviewé Donald Trump sur X, et puis c'était André Berkoff qui me disait ça, et que l'interview d'André Berkoff, de Tucker Carlson, réalisé, voilà, d'ailleurs, pourquoi? Parce que André avait aussi interviewé Donald Trump. Mais malheureusement, un peu trop tôt par rapport à ces médias alternatifs et sur Internet. Et voilà, et Tucker Carlson avait réalisé, je crois, plus de 220 millions de vues. Donc ça veut dire qu'il y a quelque chose qui se passe. Quel regard vous avez? Alors on voit déjà que pour que vous ayez accepté, peut-être que c'est vrai, peut-être qu'il y a un an ou deux, vous auriez peut-être pas accepté, comme Christine Kelly d'ailleurs. Non, moi j'aurais d'abord, quand c'est une invitation de votre part, j'accepte. Mais non, j'accepte. Vous savez pourquoi? Parce que parler à un autre public qui est peut-être beaucoup plus jeune, d'ailleurs, il faut le dire aussi. Oui, aussi, peut-être beaucoup plus jeune. Mais je ne réfléchis pas en termes de public. En fait, vous avez d'abord une manière d'interroger, je le sens, puisque je suis souvent dans la peau de l'intervieweur qui est très différente. Vous êtes davantage dans un processus d'empathie et d'accouchement, etc. Alors que le journaliste, etc., va être parfois, et c'est notre grand problème, dans une confrontation pour parfois imposer, ce qui n'est pas bon, un point de vue, pour avoir un moment de vérité. On a le temps, nous, aussi, contrairement à le matin. Et puis, Eric, je pense que nous ne sommes... Alors, moi, on est tous... comment dire? On a plusieurs facettes dans notre personnalité. Et je pense que quand on est dans les médias, et là, moi-même, c'est pas qu'on est plus libre, c'est qu'il y a d'autres facettes qui peuvent s'exprimer. Vous m'avez fait parler de l'enfance. Donc, tout ça, vous savez, c'est comme des petites alertes dans l'esprit. Et on est nous-mêmes davantage sur ces médias-là. Voilà. Vous en regardez un petit peu des médias alternatifs ou des médias sur Internet? Je vais vous faire plaisir, mais je peux vous citer tous ceux que vous avez reçus. Ça me fait et plaisir. Les moments que je vois sur les réseaux sociaux, qui sont, c'est des moments pour moi... Les extraits, les fameuses punchlines, comme on dit. Mais mais c'est des moments de vérité. C'est très difficile d'en avoir aujourd'hui dans les médias mainstream. Moi, souvent, on me pose la question, on me dit, quel est le secret, ou alors quand est-ce que vous estimez qu'une interview est réussie? Je dis quand il y a une émotion qui passe. Et vous êtes des capteurs à émotion. Vous voyez, parce qu'on exprime la colère, on est surpris par les questions qui ne sont pas les mêmes. Donc il y a des moments, il y a des vous voyez, c'est pas linéaire dans un média alternatif. L'invité est surpris, parfois celui qui interviewe également, et ça crée des moments et des émotions. Ce qu'on arrive de moins en moins à faire nous-mêmes, parce que d'abord, il y a les éléments de langage, il y a tout ce que la personne met en jeu, c'est-à-dire sa notoriété, parfois son parcours, sa carrière quand même. Ça ne veut pas dire que dans les médias alternatifs, on peut dire n'importe quoi. Je pense qu'on ne peut pas dire n'importe quoi. Confirme, ouais. Voilà. On peut tout dire, mais pas n'importe quoi. Mais tout dire. Dans un média mainstream, aujourd'hui, vous pouvez dire beaucoup, mais pas tout. Et puis en plus, ce qui est formidable aussi grâce à Internet, à la diffusion, on va dire, digitale, voilà, c'est qu'on s'affranchit des frontières. Et ce que je disais, c'est qu'on est suivi beaucoup, que ce soit au Canada, en Tunisie, justement. Je pense qu'à l'occasion de cette émission, beaucoup de gens vont nous regarder. Est-ce que vous, à terme, comment est-ce que vous vous projetez ou pas du tout? Est-ce que vous dites, tiens, après le journalisme, est-ce que vous envisagez un après-journaliste? Est-ce que vous resterez journaliste toute votre vie? Est-ce que vous pourriez tout arrêter? Toujours envisager, pas pour avoir un plan de carrière. C'est vrai, quand vous êtes retiré pour, vous le disiez, ce congé maternité, vous savez quoi, moi, la première réaction que j'ai eue, je me suis dit, oh, la pauvre Sonia, elle va jamais récupérer sa place. Ah bon? Ouais, mais je l'ai pensé, vraiment. Bah oui, je me suis jamais dit ça. Ben donc ça veut dire au moins que les gens qui vous embauchent ont été loyaux et vous ont... Non, mais bon, on sait bien que c'est un milieu qui n'est pas forcément un milieu tendre. Vous avez beaucoup d'amis dans ce milieu? Oui. Ouais. D'accord. Parce que c'est des amis d'abord, vous. Oui. Et puis c'est des personnes que je connais depuis très très longtemps. Et vous voyez, quand vous dites milieu, on a la chance, et j'ai la chance de pouvoir toucher à différents milieux, parce que par l'écriture,
forcément, vous avez accès d'abord à d'autres sphères, à des sphères aussi intellectuelles, non pas qu'elles ne le soient pas dans le milieu des médias, mais quand même, ça vous nourrit. Et moi, cette diversité des sphères, cette diversité des milieux me permet, non pas d'être tranquille, parce qu'il faut imaginer l'après, mais je me soucie pas j'ai pas de souci sur le fait que je me dis, je dois rester journaliste. Pour moi, c'est un CDD, encore plus pour l'interview. Et vous êtes accro à l'antenne coûte que coûte ou pas vous pourriez, du tout. Non, honnêtement? Je suis pas accro. Non, vraiment. Je suis mais accro, vraiment. je crois, hein. Si je suis accro, c'est vraiment à l'écriture. D'ailleurs, c'est la seule chose que j'ai gardée pendant le congé maternité, c'était la chronique au journal du dimanche, parce que je voulais absolument continuer à écrire. Pour le lien, d'abord, avec l'actualité et ne pas revenir en étant totalement déconnecté, mais parce que, pour moi, l'émotion se traduit à travers le stylo et l'écriture, plus qu'à travers l'image. Peut-être juste un bémol à la radio, parce que la voix, pour moi, c'est le meilleur vecteur pour traduire toutes les émotions. Christine Kelly, ici, il y a quelque temps, nous disait qu'on l'avait approchée pour être ministre à une époque. Est-ce que vous avez eu des propositions oui, plein Ah, vous aussi? Oui. Mais incroyable. Je ne veux pas... ah bah non, mais là, vous devez en dire un peu plus. Non, mais j'en ai eu. Pourquoi je ne veux pas? Qui? J'en ai eu du centre et de la droite. De Macron aussi? J'en ai eu du centre, donc ça vous donne une indication, Oui, et de la droite. Macron. Pourquoi je ne veux pas répondre? Parce que vraiment, quand je dis je ne changerai jamais, je mettrai un pied en politique. Et vous pouvez garder l'archive. Je suis viscéralement de l'autre côté, charnellement de l'autre côté. Il y en a un qui avait dit ça, mais je crois que c'était sur LCI, c'était Dupond-Moretti. Ouais, puis, mais justement, après, mais non, si je passe un cap, c'est l'écriture. Mais j'aime trop la politique pour aller maintenant dans ce domaine tel qu'il est aujourd'hui. Et vous avez proposé quoi? Non, bah ça, vous pouvez le dire. C'était d'abord, on m'a proposé plus récemment de rejoindre un parti pour les européennes. Et je crois que certains, il y a quelques temps, ça c'était pour le centre, s'étaient dit que pourquoi pas quelqu'un qui a la double culture et qui vient de l'autre côté de la Méditerranée. Donc c'est souvent... Ministre de la Culture, par Non, exemple? non, peut-être pas. Non. C'était beaucoup moins ambitieux, si je puis dire, mais c'était quand même une belle proposition. Mais je n'y ai même pas, vous voyez, j'ai même pas réfléchi. Et vous avez dit, donc, tu sens de la droite dite nationale, comme on dit? Non, droite classique. D'accord. Ouais. La droite, si je puis dire, les républicains. Et vous, à titre personnel, vous pourriez envisager, alors donc je le disais, de peut-être diriger, comme l'a fait à un moment Marc-Olivier Fogiel, un média, ou c'est pas votre... Pas du tout. Non, vraiment, j'ai aucune volonté, aspiration ou ambition à diriger, non pas que je trouve que c'est très bien. Par exemple, Laurence Ferrari, qui est vraiment une amie, dirige le JD News. Elle, qui est un magazine maintenant, un nouveau magazine, c'est très bien. Moi, je me sens très bien vraiment dans ma matière à moi, dans ma matière qui est l'écriture, qui est la présentation, qui est l'interview. Je pense que je serais moins à l'aise à diriger. Je suis plus à partager les émotions avec le public qu'à diriger. Alors justement, on y vient à cette carrière, on va dire littéraire, hein, puisque vous avez plusieurs ouvrages. Mot, merci. Non, vous avez plusieurs ouvrages à votre actif. D'abord, avant de parler de votre dernier ouvrage, comment est-ce que l'écriture dont vous parlez diffère du journaliste selon vous? Pour moi, c'est deux domaines extrêmement liés. Et moi, j'ai deux modèles finalement qui sont à la fois journalistes et écrivains, à droite et à gauche. C'est Jean Lacouture et c'est Jean Daniel. Et souvent, quand on me dit « mais vous écrivez et vous êtes journaliste », c'est exactement la même chose. Pour moi, c'est indissociable. Le journaliste, d'abord pour moi, c'est un journaliste engagé, mais engagé dans le débat des idées. Et donc forcément, quand il est engagé, il a un stylo à la main, une plume à la main. Donc c'est indissociable. Et d'ailleurs, je suis peut-être l'une des personnes, mais ça ne veut pas dire que ça donne de bonnes interviews, à écrire le plus les interviews. Mais à écrire dans le sens, à tourner les questions un peu trop... On avoir été le témoin, un peu trop laborieuses, mais parce que j'aime ce travail-là. Donc pour moi, c'est vraiment indissociable. Et vos ouvrages, justement, ça aussi c'est important de le dire, ont souvent un ton engagé, notamment autour des questions d'identité et de civilisation. Pourquoi ces thèmes, ils vous tiennent autant à cœur, Sonia? Parce que c'est ce qui va durer, c'est ce qui va rester ou pas. Parce que c'est ce qui nous structure. Moi, je vois que les questions les plus intimes, celles qui m'intéressent le plus, c'est l'attachement à ce qu'on est, c'est l'attachement à ses origines, c'est l'attachement à la nation, donc à la France.
La question qui me semble la plus importante, enfin essentielle à mes yeux, fondamentale, c'est comment on fait aujourd'hui, je pense que c'est le défi de la France, comment on fait pour des individus qui sont culturellement très éloignés du pays d'accueil, comment on fait pour les assimiler quand ils sont français de deuxième, troisième, quatrième génération. Je pense que ces questions-là, elles sont, je ne dis pas qu'elles sont plus importantes que d'autres questions sur le pouvoir d'achat ou autre, mais enfin, elles déterminent l'avenir d'un pays. Donc identité et civilisation, ce n'est pas parce qu'elles sont marquées de droite, pour moi. C'est dommage que la gauche ne s'en saisisse pas autant que la droite, voire que la droite extrême, mais je pense qu'elles nous fondent et que ça engage l'avenir d'un pays. Vous avez dit la droite extrême. Pour vous, extrême droite, c'est... Non, extrême, je ne dis pas extrême droite parce que je trouve que c'est un débat qui est dépassé et complètement ridicule, mais... Parce qu'on est tous taxés d'extrême droite, y compris oui, complètement. des gens comme vous, pardon. On est fascisés. Voilà. Voilà. Non, je veux dire à l'extrême, c'est-à-dire il y a deux extrêmes, de fait, dans la sphère politique, mais je ne le vois pas en termes d'idées paroxystiques. Un petit mot sur Marine Le Pen, le procès des assistants parlementaires vient de s'ouvrir cette semaine. C'est un procès qui va durer longtemps, 2 mois. Au moment où on enregistre, on diffuse cette émission, on est en plein dans ce procès. Beaucoup de gens commencent à dire qu'il y a peut-être un risque qui n'est pas négligeable, qu'elle soit peut-être condamnée, déclarée inéligible. Ce serait un déni de démocratie si elle était, selon vous, déclarée inéligible? Comment imaginer que quelqu'un qui rassemble sur son nom plus de 11 millions de Français puisse être déclaré inéligible? Je ne le conçois pas. Je ne le conçois pas en France. Je ne le conçois pas dans notre démocratie. Je ne le conçois pas dans notre pays. Et ce serait, alors que ce soit Marine Le Pen ou autre, mais enfin, vu sa place de première opposante, vu le nombre de personnes qu'elle attire sur son nom et celui de Jordan Bardella, ce serait plus qu'un déni de démocratie. Et je pense que, j'espère que même ses plus grands opposants, les plus virulents, devraient s'inquiéter, dans ce cas-là, de cette pente judiciaire. J'espère. D'ailleurs, la judiciarisation de la vie, on parle de la vie politique, mais aussi de la vie même médiatique, elle vous inquiète? Écoutez, elle m'inquiète, mais en même temps... La judiciarisation de plus en plus importante. je comprends. Il faut qu'il y ait quand même quelques garde-fous. Bon. Vous savez, vous et moi, qu'on est responsable sur un plateau de télévision et on est responsable des propos qui sont tenus. Il y a quand même la loi. Il n'est pas possible aussi d'être dans la diffamation, d'être dans la haine de soi, dans l'appel à l'ordre, au trouble à l'ordre public. Donc quand même, la judiciarisation, si c'est ça... Mais sur le Proche-Orient, notamment, ça devient compliqué. Justement, moi, j'en étais premier témoin là récemment. Sur Israël-Palestine, ça devient compliqué, Sonia, non? C'est très compliqué, d'autant que le législateur, je pense qu'il va avoir beaucoup de mal à démêler, en tous les cas, à avoir des lignes claires sur ce débat, sur ces questions-là, qui ne relèvent pas, si vous voulez, ni de l'outrage, ni de la diffamation, etc. C'est au débat public et politique de régler ces questions. Et je ne comprends pas l'émission du judiciaire. On ne peut pas aujourd'hui, comprenons-nous bien, s'il y a, si on ne reconnaît pas une partie de l'histoire, évidemment, la Shoah, si on occulte ces grandes pages de l'histoire, c'est évident que c'est à la justice de s'en occuper. Mais si aujourd'hui c'est à la justice de dire qui a raison dans un conflit qui date depuis de tant d'années, il ne peut pas être l'arbitre des élégances dans des débats aussi passionnés et paroxystiques. C'est pas possible. Sinon, on a perdu la bataille des idées si on pense que c'est la justice de trancher. Et pourquoi je vous demande ça? Parce qu'il y a eu des propos qu'on fait beaucoup parler et réagir ces derniers temps. C'est un certain Louis Sarkozy, le fils de Nicolas Sarkozy. C'était chez vos confrères d'LCI, chez Darius Rochebin, qui a tenu des propos particulièrement, on va dire, forts. Voilà, vous auriez été devant lui à ce moment-là. Est-ce que, voilà, quel regard vous portez? Je ne sais pas si vous avez bien écouté ces propos. Oui, qu'il crève, c'était ça. Oui. En parlant de Nasrallah. Voilà, en parlant des terroristes, mais il avait été... Moi, c'était pas ces propos sur lesquels je voulais faire agir, c'est qu'il avait dit un peu plus tôt qu'à un moment donné, le décès de civils était... non, je suis absolument pas d'accord. Voilà. Et alors... On peut pas. C'est risqué, mais qu'il fallait parfois envisager d'engendrer la mort de civils. Alors c'est très facile depuis nos positions assises sur une chaise de dire que c'est le combat de l'humanité et que donc il y a des dommages collatéraux. J'aimerais quand même rappeler, et il le sait bien, qu'en Libye,
quand il y a eu l'intervention, il y a eu quand même beaucoup de dommages collatéraux. Il y a eu tellement de dommages collatéraux qu'un pays voisin comme la Tunisie est devenu un no man's land parce que ça a été fragilisé par les Libyens. Donc tous ces dommages et ces conséquences, quand même, à un moment, ce n'est plus possible. Quand il y a eu la guerre en Irak, et la France s'est honorée de ne pas participer grâce à Jacques Chirac. On se souvient du discours de Dominique de Villepin, mais aujourd'hui... Qui lui-même tient un autre discours. Voilà. Mais simplement sur l'Irak, c'est à partir de ce moment-là qu'il y a eu la création de Daesh. Enfin, on peut pas faire l'économie des conséquences et des dommages qu'on dit collatéraux, parce que ces dommages collatéraux, c'est l'effet papillon, hein. C'est-à-dire un petit dommage et qui entraîne un bouleversement du monde entier. Donc je ne partage pas de tels propos. Alors justement, là c'est une petite parenthèse parce qu'évidemment on va reparler de votre livre, mais j'aimerais quand même qu'on s'arrête un petit peu sur ce Proche-Orient parce que c'est vrai que c'est incroyable ce qui se passe et évidemment pour nous qui couvrons, même si évidemment on en parle avec évidemment une grande distance, vous craignez vous un embrasement de ce conflit Ah oui, là tout est possible. Tout est possible et surtout malheureusement le pire parce que nous avons des confrontations plus que de pays, là nous avons des empires. Vous avez Israël et toute son histoire. On parle de l'Iran et toute sa culture et la civilisation perse. Donc là, on n'est plus dans la confrontation entre Israël et des organisations simplement terroristes. Donc là, véritablement, il peut y avoir un basculement. La seule chose qui me rassure, si je puis dire, c'est les pays arabes à côté qui, on le dit on le dit pas, n'ont pas intérêt à cela. Et pour certains, ont même intérêt à ce qu'Israël s'occupe du Hezbollah et du Hamas, mais surtout ne veulent pas le dire par rapport à leur rue arabe. Et vous qui êtes justement, vous dites aujourd'hui, vous êtes binational, comme on dit, enfin vous avez les deux nationalités, oui, j'ai les deux nationalités, et française. Quel regard justement vous avez sur, même si bon, vous êtes tenu un devoir de réserve, mais là c'est pas à vous en tant que journaliste, mais à vous en tant que Sonia Mabrouk, citoyenne, qui a le droit d'avoir aussi son opinion sur la politique que mène aujourd'hui Benjamin Netanyahou en Israël. Il y a quelque chose qui m'a, comment dire, ça me perturbe profondément. Pourquoi aujourd'hui, quand on tient un discours qui n'est pas un discours, je trouve, de la nuance, qui est un discours tout à fait normal, pourquoi on ne peut pas dire dans ce pays, ou alors on se fait traiter de tous les noms et on est obligé de choisir un camp, pourquoi on ne peut pas dire que le 7 octobre ça a été les pires attaques monstrueuses et en même temps, et ce n'est pas pour autant qu'être planqué ou prudent, qu'on ne peut pas accepter autant de morts civiles dans une enclave ravagée qui est Gaza. Pourquoi ce discours aujourd'hui ? Il paraît être, je ne sais pas, quand on le tient, on me dit non mais c'est pas possible, tu ne penses pas ça, mais si. Et pourquoi on ne peut pas tenir les deux bouts de cette histoire? Je ne comprends pas. Moi, je le pense très sincèrement. Vous savez, moi, j'ai grandi dans un pays, de l'autre côté de la Méditerranée, la Tunisie ou d'autres, où il y avait un antisémitisme culturel. Dans les pays arabes, il y a un antisémitisme culturel. Moi, j'ai en tête des expressions, pas vous les répéter ici, mais c'était des expressions même passées dans le langage courant, qui étaient des proverbes sur les Juifs qui sont extrêmement... c'est de l'antisémitisme. J'ai grandi avec ça. Donc, vous voyez, la construction, l'éducation qu'il faut pour, évidemment, qu'il y ait d'autres... voilà, une autre manière, un ordre mental différent. Donc, voilà, ça s'appelle l'éducation, l'école. Et donc, quand on vient à bout de ça, on est capable de dire, du haut de son expérience, oui, le 7 octobre, plus jamais, il faut pouvoir dire, et Israël a le droit de se défendre, mais il y a une limite qui sont quand même ce nombre de morts civiles, c'est pas possible. Quand on voit des images sur les enfants, moi je suis maman, on peut pas rester, personne ne peut rester insensible, donc on peut pas parler de dommages collatéraux. Mais ce discours, Eric, il est effacé. On considère qu'il peut pas être tenu. Vous êtes renvoyé à un camp. Automatiquement. C'est incroyable ce que vous dites, parce que c'est exactement ce que j'ai tenu moi-même lors d'une interview où j'étais l'interviewé. J'ai dit, c'est peut-être si j'ai un début de réponse à vous apporter. C'est le mot nuance, ça n'existe plus. Exactement. Il faut être ou à 100% d'accord avec A ou à 100% d'accord avec B, mais on ne peut pas exactement ce que vous... Il y a quelques jours, pour l'émission Midi News, voilà, on avait un plateau, nous évoquions ce qui s'est passé dans l'amphithéâtre de Sciences Po, enfin dans les couloirs de Sciences Po avec un rassemblement, moi je ne dis pas pro-palestinien parce que c'est anti-israélien, et ensuite dans la deuxième heure j'ai reçu un avocat qui a parlé de la position du Sud global. C'est-à-dire, il a expliqué, il dit, mais le Sud global, tous ces pays aussi, ne pensent pas du tout comme l'Occident par rapport à Israël.
Pas du tout, du tout, du tout. Il y a une fin de la domination occidentale, et là, vous êtes en train de vous gargariser de mots, et eux, ils ne voient que les dommages collatéraux, etc. Il a apporté une nuance que certains n'étaient pas prêts d'accepter. Et je trouve que c'est terrible. Vous voyez, et ce que je voulais montrer sur CNews ce jour-là, c'est qu'on peut, voilà, et pour moi, c'est ça la liberté sur un plateau. Après, je me suis fait traiter de tous les noms sur les réseaux sociaux en me disant, certains ont dit, mais on n'attendait pas ça de vous, on est déçus, mais mon rôle n'est pas là. Moi, mon rôle, c'est que quand quelqu'un remet en cause ce qui s'est passé le 7 octobre, c'est de lui dire, monsieur, madame, vous arrêtez, voilà. Et quelqu'un qui dit qu'ils crèvent tous, et il faut en passer par là, monsieur, vous ne pouvez pas, là vous avez le droit de le dire, mais vous ne pouvez pas dire ça. Ou alors je le fais expliciter et répéter. Et donc on va voir quand même qu'il y a un problème. Non, mais c'est véritablement voilà, le sujet du moment, et en plus c'est tout à votre honneur, parce que moi j'ai une autre interprétation, c'est peut-être que vous faites, qu'à notre niveau, on fait peut-être modestement pas mal notre boulot, c'est quand d'une semaine sur l'autre, on est honni par le camp adverse. Alors, exactement. Voilà, on reçoit quelqu'un qui est pro, entre guillemets, Israël. Ouais. On a tous les gens de l'autre côté qui vous insultent et vous traitent de tous les noms. Et puis quand c'est la semaine d'après, quelqu'un qui est entre guillemets pro-Palestine, vous avez les mêmes de l'autre côté qui... Donc c'est... Cette injonction à choisir, d'ailleurs on peut pas, c'est pas une question de choisir, mais cette mécanique du clan. Alors il y en a quand même un qui, on a juste cité son nom rapidement, je suppose que vous l'avez interviewé, Dominique de Villepin. Pas récemment, mais il est venu sur l'antenne de CNews. Il y en a qui refusent de venir à votre micro. Je crois Marine Tondelier, Europe Écologie Les Verts, mais pas sur Europe 1. C'est par rapport à Europe 1, c'est ça Par rapport à CNews, mais moi, en tous les cas, à chaque fois que j'ai lancé une invitation, on m'a jamais dit je ne viens pas. On m'a dit je peux pas. J'ai piscine, mais bon, mais non, pas, mais je peux pas venir. Ils ont fini par venir. Mais non, j'ai pas d'opposition ferme et définitive. Et il y en a un ou une que vous aimeriez vraiment avoir, que vous n'avez jamais interviewé? En France? Oui, enfin, d'ailleurs, oui, internationalement aussi. Internationalement, ouais. C'est qui d'ailleurs? J'ai une liste. C'est qui le numéro 1 que vous aimeriez avoir en France et à l'international? En France. Alors, attendez, non. J'aimerais beaucoup, alors c'est pas vraiment une interview politique classique, mais parce que j'ai plein de questions à lui poser sur le sacré, j'ai plein de questions sur la proposition chrétienne, c'est le pape. D'accord, oui, ça c'est vrai. Alors là, c'est... Non mais vraiment, oui, mais c'est... Sinon, évidemment, tous les présidents, tout le monde va vous dire Donald Trump, Poutine, en ce moment, évidemment. Poutine, vous l'intervieweriez si vous pouviez. Eh ben, vous parliez tout à l'heure de Jean-Pierre Elkabbach, il l'a interviewé en d'autres temps, évidemment. C'est vrai, il avait réussi à l'interviewer. Mais de toute façon, on a envie mais c'est intéressant, donc Poutine, voilà, aujourd'hui vous aurez l'occasion d'interviewer Poutine, évidemment vous y allez. Mais qui n'irait pas? Ah, mais il y en a beaucoup qui, moi j'ai eu l'occasion d'en parler justement de ça récemment, il y a beaucoup de gens qui diraient non, mais... Ah ben non, on est journaliste ou on ne l'est pas, c'est notre rôle. Mais je mettrais en numéro 1 le pape, mais pour beaucoup de considérations personnelles. Mais pas Trump. Si, Trump aussi, Donald Trump. Écoutez, franchement, là, si vous m'offrez une liste comme ça, tout de suite. Alors justement, on revient quand même, parce que c'était ça aussi l'objet, enfin un des objets de cette émission, donc à ce livre. Donc, et si demain tout s'inversait, donc ça vient de paraître aux éditions Fayard. Alors d'abord, pourquoi ce titre et quelle est l'origine de ce projet? Ce titre, parce on va l'afficher à l'antenne. Bien sûr, il imagine un renversement total des flux migratoires, c'est-à-dire que demain... Donc là, c'est un roman, hein, c'est comme on dit... moi, je dis que c'est un récit sous forme de fiction. Je vais vous dire pourquoi, pour moi, ce n'est pas un roman, mais donc c'est une inversion totale des flux migratoires, c'est-à-dire que demain, l'Européen, c'est le migrant, c'est le réfugié, c'est le déplacé, c'est celui qui va devoir traverser la Méditerranée parce qu'il y a une guerre totale sur le continent européen, et il va se confronter à la précarité des camps, de l'autre côté de la Méditerranée, dans un pays imaginaire que j'ai appelé la Djelmanie, qui est coincé entre la Libye et l'Égypte. Précarité des camps, douleur de l'exil et les préjugés des populations locales. Pourquoi ? Parce que ce pays imaginaire, il craint une submersion migratoire. Tout simplement, il ne veut pas que son identité et que sa civilisation change avec l'arrivée, cette fois-ci, donc de l'autre côté, de migrants européens avec leur culture et leur bagage culturel. C'est quoi, un livre d'anticipation, une manière d'alerter
sur des possibles scénarios futurs qui pourraient se réaliser? De toute façon, rien n'est impossible. Malheureusement, j'allais dire, une guerre sur le continent européen est tout à fait possible. Je ne dis pas ensuite que les Européens vont se précipiter de l'autre côté du Maghreb, mais s'il n'y a plus possibilité de prendre des avions, de partir loin, et qu'on imagine ou qu'on veut des terres sécures pour ses enfants, ce n'est pas absurde d'imaginer une traversée de la Méditerranée. Puis surtout, moi, ça me permet d'aborder les thèmes dont nous avons parlé au début de cet entretien. C'est l'assimilation, c'est l'attachement à la nation, aux origines, etc. Alors justement, vous décrivez dans ce livre donc, des pays du Maghreb qui refusent d'accueillir ces réfugiés européens, sauf s'ils se convertissent à l'islam. Je fais un peu le naïf évidemment, mais qu'est-ce que vous souhaitez démontrer par là? Je souhaite démontrer que l'assimilation peut être extrêmement brutale. C'est-à-dire que quand on demande à l'autre de venir dans un pays, on peut lui demander beaucoup. Alors là, je suis allée très loin en imaginant une conversion religieuse, mais je voulais montrer que quand on veut que l'autre s'installe véritablement et épouse ses mœurs, ses codes culturels, eh bien les pays du Sud ne s'embarrassent pas de préjugés pour demander à l'Européen de partager les mêmes gloires, les mêmes héros, le même panthéon imaginaire que celui qui arrive dans le pays. Vous avez dans ce livre deux familles, et pour l'une des familles françaises catholiques, il y a Louise et son mari. Le mari va se convertir parce qu'il a moins d'attachement à sa culture d'origine. Quant à elle, elle va résister et elle ne va pas vouloir. Donc j'ai voulu montrer par effet de miroir que quand on est attaché à sa culture et à sa civilisation, il faut se battre pour la préserver. Comment vous expliquez justement, Sonia, cet effondrement du christianisme en Europe face à d'autres religions, dont justement l'islam qui est en pleine expansion? Je pense que l'explication est à la fois simple et complexe. Simple parce que l'islam propose de manière presque simple et simpliste. L'Oumma, c'est la communauté des croyants, et donc quelque chose de très cohérent, de très solide, de très stable, et que c'est très rassurant quand on vous propose un projet qui est balisé. À l'inverse, aujourd'hui, dans un Occident que je décris moi souvent comme épuisé, fatigué, très refermé sur lui-même, égocentrique aussi. C'est un peu l'homme mousse, capable de tous les reniements et de toutes les compromissions. Eh bien, vous n'avez plus beaucoup de murs porteurs. Donc, quand vous n'avez pas de repères, versus... C'est la faute à quoi, ça? Au wokisme? C'est une conjonction pour moi d'abord, c'est la faute à tous ceux qui déconstruisent un passé, une histoire et donc un avenir. Quand vous déconstruisez, nous avons parlé de la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques, quand vous ne mettez pas les principales figures qui ont quand même fondé ce pays, comment voulez-vous qu'un nouvel arrivant, que l'étranger, s'arrime à cette histoire-là que vous-même vous reniez? Donc il y a quand même une faute personnelle. Et puis, Éric, il y a aussi la manière avec laquelle vous arrivez dans un pays. Si vous arrivez en conquérant, c'est que vous n'avez pas envie de vous assimiler, c'est que vous avez envie de remplacer l'autre. Et ça, c'est un autre sujet. Vous avez fait une question très personnelle que je vous pose, mais vous avez fait ce travail où vous êtes arrivé en vous disant, vos parents, vous citiez votre maman tout à l'heure, vous avez dit, tu arrives en France, tu mets à Rome, fait comme les Romains. Identité tunisienne derrière, mais ça ne veut pas dire d'ailleurs que dans la sphère privée... Voilà. Vous avez tout dit. Moi, dans la sphère privée, je vous ai dit tout à l'heure que musulmane culturellement, avec toutes mes origines. Je n'ai jamais renié, je ne renierai jamais mes origines, mais ma mère m'a toujours dit, tu n'as pas le choix, et de toute façon c'est ainsi. Elle m'a dit, tu arrives dans un pays, tu partages son histoire. Tu essaies de comprendre et tu pleures à ses défaites et tu es heureuse pour ses gloires et ses réussites. Mais ça n'a pas été très compliqué pour moi parce que je vous ai dit, il y a eu quand même un attachement depuis très longtemps à la France. Donc pour moi, ça n'a pas été un arrachement. Moi, ça a été une continuité. Par contre, pour tous ceux qui sont aujourd'hui naturalisés, mais pas acculturés, c'est-à-dire qui sont dans une forme de distance, voire même de défiance par rapport à la culture, et à l'état d'esprit français, c'est un véritable travail qui n'est pas du tout entrepris. Ça fait 40 ans que l'assimilation a été déconstruite. C'est une bombe à retardement dans ce pays. Parfois, je vois tout le débat qu'il y a sur l'immigration. Bon, très bien. Certains disent qu'il faut arrêter, d'autres qu'il faut les maîtriser, les réduire. Même certains veulent accueillir tout le monde. Mais personne ne vous parle de la suite. Comment vous faites aujourd'hui pour ceux qui sont là depuis 2 ou 3 générations pour qu'il y ait un attachement à la culture française alors qu'il n'y a pas, et qu'il y a même une défiance? Il n'y a pas de réponse, parce qu'il n'y a pas de projet assimilationniste, parce que beaucoup pensent que l'assimilation s'est teintée de rejet et de racisme aujourd'hui, et vous avez raison, ce sont les woke, les antiracistes qui ont fait croire que cette notion était une notion de rejet.
Il y a une part, on va dire, autobiographique ou personnelle dans les figures que vous toujours. décrivez. Ouais. Mais alors, ce qui est intéressant, c'est que dans tous les personnages, il y a le personnage de cette jeune femme qui tient à sa culture chrétienne et qui tient à la France. Comment vous avez construit les personnages de ce roman? Ah ben, j'ai pris des bouts de... On prend des bouts de nous, forcément. C'est un patchwork, un kaléidoscope. Mais par exemple, un autre personnage, on m'imagine moins, mais je m'y reconnais, c'est le gardien du camp de réfugiés occidental qui dit justement aux migrants et qui leur dit mais écoutez, l'islam, c'est du solide. Vous avez une religion qui vous propose des murs porteurs, qui vous propose un horizon stable, une cohérence, une communauté. Donc convertissez-vous. Je ne dis pas que c'est ce que je dis aujourd'hui, mais je me mets dans la peau de ce personnage-là aussi, et je suis capable de dire ça parce que je connais aussi ces aspects-là de ma religion. Donc cette double culture permet quand même de se glisser dans plusieurs personnages. Et à l'inverse, c'est intéressant parce que est-ce que vous pensez que les pays du Maghreb seraient prêts à faire face à des vagues massives de réfugiés européens, comme vous le décrivez justement? Non, parce que c'est ce que je dis, c'est que ce pays ne veut absolument pas être submergé. Et il dit, ne venez pas comme vous êtes. Vous ne pouvez pas, dans un pays, venir comme vous êtes. C'est tout ce qu'on a fait, nous. On est passé en France de l'assimilation à l'intégration, à la société inclusive. C'est-à-dire, au lieu de dire aux nouvel arrivants, c'est ce qu'on disait d'ailleurs, moi, il y a une vingtaine d'années, on disait, bon... déjà, on nous disait, venez comme vous êtes. Oui, vous avez un bagage culturel, c'est pas grave. Et les strates de communauté se sont empilées, sauf qu'aujourd'hui, on n'a même plus un millefeuille. On a un manteau d'arlequin qui est la France et qui est prêt à être déchiré et déchiqueté de toutes parts. Donc moi, j'aimerais qu'on revienne à l'assimilation, un mot que les politiques ne prononcent plus, quel que soit le bord politique d'ailleurs. Et même s'ils vous disent assimilation, on a l'impression que ça leur brûle la bouche et qu'il faut passer à autre chose. Parce que l'assimilation suppose un véritable travail depuis l'école. Et aujourd'hui, la facilité, c'est de dire juste immigration et de s'arrêter à ça. Votre livre, il parle aussi de la déconstruction de l'identité européenne. Pourquoi est-ce que, selon vous, c'est une thématique si importante en ce moment? Parce que je pense que c'est une forme de dépossession des peuples. Les peuples d'instinct ont compris aujourd'hui que, ce que les gouvernants n'ont pas compris, que quand on ne peut pas parler de nation, vous savez, c'est la fameuse phrase de Drieux-La Rochelle, il dit « le temps des patries est fini ». C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand vous accrochez à la patrie, à la nation, c'est-à-dire à des frontières, parce que vous ne pouvez pas avoir une nation sans frontières, bon, vous êtes extrême droitisé et fascisé. Et je pense que tout ce qui fonde aujourd'hui un pays, et donc une identité, est rejeté. Et les peuples, par cette dépossession, sont en train de nourrir une frustration. Moi, je pense qu'elle peut malheureusement déboucher sur quelque chose de grave. Et c'est pour ça que j'alerte en passant par des sujets annexes. Moi, je ne me sens pas de dire qu'il y a une guerre civile à bas bruit, par exemple. Je ne comprends pas. Je sais que beaucoup d'intellectuels le disent, l'écrivent, le théorisent. À quoi ça sert? Je préfère passer par des chemins détournés pour dire, voilà, si on ne répond pas à ce défi, voilà ce qui va arriver. Mais dire... il y a une guerre civile à bas bruit, et donc, qu'est-ce qu'on fait? On prend les armes les uns contre les autres. Je trouve qu'il y a presque une attitude dangereuse. Moi, j'essaye d'alerter par les thèmes que je connais bien, que ce qu'avait dit d'ailleurs le ministre de l'Intérieur Collomb. Mais le face-à-face, on y est depuis longtemps. Ouais, on ne sera plus côte à côte, mais face-à-face. À quoi, justement, vous aimeriez, Sonia Mabrouk, que les lecteurs réfléchissent après avoir lu, et si demain tout s'inversait? J'aimerais qu'ils se disent, et si il était demain le déplacé, l'exilé, qu'est-ce qu'il ferait? Si demain on vient vous dire vous devez tout abandonner, tout ce qui vous constitue, votre culture, votre identité, votre passé, votre album de famille quelque part, votre pays, tous les héros qui ont fait la trame, l'enveloppe charnelle de ce pays, que feriez-vous? La résistance ou l'allégeance? Et en fait, en miroir, je voulais dire, donc au pays qui m'a adopté, si je puis dire, on ne peut pas abandonner une culture, on doit la défendre. Et la défendre, ce n'est pas s'opposer à celui qui arrive, au contraire, c'est lui faire le plus beau des cadeaux, c'est de lui dire tu peux me ressembler, pas pour qu'on devienne des clones culturels, mais pour partager et pour préserver une unité culturelle. Et je trouve qu'aujourd'hui, le véritable antiracisme, c'est l'assimilation. Il n'y a pas de projet plus généreux que de dire à ceux qui arrivent, et qui ne sont pas dans une attitude conquérante, ceux-là, tous ceux qui sont dans le séparatisme culturel, je les mets de côté, mais à ceux qui arrivent, vous pouvez avoir les mêmes codes culturels, les mêmes mœurs. C'est ça l'assimilation. Et en même temps, Michel Onfray, que je recevais aussi il y a quelques temps, qui m'avait dit quelque chose, moi, qui m'avait personnellement choqué, mais qui m'avait dit que finalement,
la fin des civilisations, c'était inéluctable aussi qu'elles étaient appelées à être remplacées, et que notamment sur le plan démographique, il y en a beaucoup qui disent ça. Il y a une subversion, si on peut dire, démographique qui ne vient pas de l'Europe et qui fera que inéluctablement certaines civilisations sont vouées à disparaître et que c'est la loi. Pour voir la suite de l'émission, merci de vous abonner à la chaîne Les Incorrectibles Plus sur Player depuis le lien en description sous cette vidéo.